Quand on parle de l'impact du colonialisme en Afrique, on a souvent deux images qui viennent en tête, n'est-ce pas? Soit une modernisation un peu forcée mais bénéfique, soit une destruction pure et simple des cultures. Mais si la réalité était bien plus nuancée. Aujourd'hui, on va justement gratter un peu sous la surface de ces mythes, pour comprendre ce qui s'est vraiment joué. Alors, d'un côté, on a le fameux récit impérialiste. L'idée, c'est simple. L'Afrique était, disons, figée et la colonisation l'aurait fait entrer de plein pied dans la modernité. Un progrès linéaire. De l'autre côté, c'est tout le contraire. Le récit nationaliste qui, lui, dépeint une tragédie, la destruction d'un passé quasi idyllique. Progrès contre catastrophe, ça semble totalement irréconciliable. Et pourtant, aussi opposées qu'elles puissent paraître, ces deux histoires partagent la même fondation. Une idée fausse, un postulat de départ erroné. Et c'est cette erreur qui change absolument tout. C'est un peu l'énigme qu'on va essayer de résoudre. Alors, allons-y, première partie. Colonialisme, deux récits erronés. On va tout de suite mettre le doigt sur cette fameuse idée fausse qui se cache derrière tout ça. Voilà le cœur du problème. Cette croyance que les sociétés africaines, avant l'arrivée des Européens, étaient statiques, figées dans le temps, sans véritable changement. C'est cette vision d'un continent un peu sans histoire qui a servi de socle aux deux grands mythes dont on vient de parler. Or, la réalité historique est tout autre. Ces sociétés étaient le fruit de millénaires d'évolutions dynamiques. Pensez-y, la division du travail, l'urbanisation, la mobilité sociale, tout ça existait bien avant la colonisation. La modernisation de l'Afrique, c'était un processus en cours depuis bien longtemps. Une fois qu'on a compris ça, on peut aborder la suite différemment. Le vrai sujet, c'est le changement, pas le conflit. Il faut vraiment sortir de cette image d'un choc frontal, d'une opposition binaire. La dynamique est bien plus subtile. C'est une histoire d'adaptation, de fusion et de coexistence. Le schéma classique où le moderne vient simplement écraser et remplacer le traditionnel, eh bien, il ne tient pas la route. Ça ne correspond pas à ce qui s'est passé. Ce qu'on observe en réalité, c'est un mélange complexe. Des coutumes ont été modifiées, d'autres ont été conservées, et de toutes nouvelles façons de faire sont apparues juste à côté des anciennes. Cette citation de Sylvia Litros est juste parfaite pour illustrer ça. Dans les années 30, elle décrit un homme Igbo qui, dans son propre jardin, plante un hibiscus, le symbole de la civilisation européenne, juste à côté d'un ogirisi, l'arbre sacré de ses rites familiaux. C'est une image très forte, non? Il ne choisit pas l'un contre l'autre, il additionne. Il intègre les deux mondes dans son propre espace. Et cet exemple du jardin, en fait, c'est une métaphore pour ce qui se passe à plus grande échelle. La monogamie, adoptée par une nouvelle élite, n'a pas fait disparaître la polygamie. Les deux coexistaient. Pareil pour l'architecture. Le style européen s'est installé à côté des constructions traditionnelles. L'identité ethnique, forte, n'a pas non plus empêché l'émergence d'un sentiment national. Ce n'est pas un remplacement, mais un ajout de couches. Et attention, il ne faut surtout pas imaginer une réaction uniforme, loin de là. Les réponses ont été incroyablement diverses. Les Nguni, par exemple, ont utilisé l'éducation occidentale et le christianisme comme des outils pour assurer la survie de leur propre culture. Au Kenya, les Gikuyu ont adopté et adapté très vite, tandis que leurs voisins se sont montrés beaucoup plus résistants. Bref, une multitude de stratégies différentes. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui a concrètement provoqué tous ces changements? Quels ont été les grands moteurs de cette transformation si profonde? C'est ce qu'on va voir maintenant, avec les fameux leviers de la transformation. On peut identifier plusieurs forces principales qui ont tout bousculé. Tout commence bien sûr avec la conquête militaire et politique. C'est le point de départ. Ensuite viennent l'éducation occidentale et le christianisme, qui ont agi sur les mentalités. Et enfin, les nouvelles forces économiques et une urbanisation explosive qui ont complètement changé la vie de tous les jours. Si on fait un zoom sur l'éducation, c'est intéressant de voir qui était à la manœuvre. En grande majorité, ce sont les missions chrétiennes. Pour elles, l'école était un outil d'évangélisation essentiel. Ensuite, on a les gouvernements coloniaux, qui avaient surtout besoin de former des fonctionnaires subalternes pour l'administration. Et puis, il ne faut pas l'oublier, une part plus petite mais importante, les initiatives africaines elles-mêmes. Et puis, il y a ce chiffre, 3,9%. C'est le taux de croissance annuel de la population des villes en Afrique entre 1850 et 1950. Pour se donner une idée, la moyenne mondiale sur la même période était de 2,6%. C'est énorme! Cette explosion urbaine a été un accélérateur de changement social absolument phénoménal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces leviers sont liés. Prenons la conquête militaire. Ce n'est pas juste une défaite sur un champ de bataille. L'onde de choc a déstabilisé l'autorité des chefs, remis en question les croyances religieuses, bref, elle a ébranlé tout l'édifice social et a forcé tout le monde à se réinventer. Tout ça nous amène logiquement à notre dernière partie, un nouvel ordre social. Parce que oui, le résultat de toutes ces transformations, c'est bien l'émergence de structures sociales complètement inédites.
Le premier changement, le plus visible, c'est la carte. On est passé d'une mosaïque de royaumes et d'empires aux frontières souvent mouvantes à quelques dizaines de colonies aux frontières bien rigides, tracées à la règle. Et ces frontières, ce sont pour la plupart celles des États africains d'aujourd'hui. Ensuite, une nouvelle pyramide sociale a été imposée, une hiérarchie fondée sur la race. Tout en haut, sans surprise, on trouve les administrateurs et les colons européens qui détenaient le monopole du pouvoir politique et économique. Juste en dessous, dans certaines régions comme l'Afrique de l'Est, une strate intermédiaire est apparue, souvent composée de groupes d'immigrants, comme les communautés asiatiques, qui occupaient une niche économique bien spécifique entre les Européens et les Africains. Et tout en bas de cette pyramide, la grande majorité de la population africaine. Son statut a été de manière générale abaissé, la transformant en une main-d'œuvre, un prolétariat au service de cette nouvelle économie. Mais même au sein des sociétés africaines, les lignes ont beaucoup bougé. L'élite traditionnelle, dont le pouvoir venait de la naissance, a été concurrencée par une nouvelle élite. Pour celle-ci, les clés du succès n'étaient plus la lignée, mais l'éducation occidentale, la richesse acquise dans la nouvelle économie et le mérite individuel. Et face à ce grand chamboulement, surtout dans les villes, les Africains n'ont pas été passifs. Ils ont créé leurs propres institutions, des associations d'entraide basées sur l'origine ethnique, des syndicats pour défendre leurs droits, des clubs sociaux. C'était une manière de recréer du lien et des filets de sécurité dans un monde qui avait radicalement changé. Donc si on doit retenir une chose, c'est que l'impact social du colonialisme n'est ni un simple progrès, ni une simple destruction. Ce fut en réalité la création de sociétés complètement nouvelles, nées d'une fusion complexe entre l'ancien et le nouveau. Des sociétés avec de multiples couches sociales et culturelles superposées. Et cela nous laisse avec une question fondamentale, qui résonne encore très fort aujourd'hui. Comment cet héritage, ces strates sociales complexes forgées il y a plus d'un siècle, continuent-elles d'influencer les dynamiques politiques, économiques et sociales des nations africaines contemporaines ? La question reste ouverte.